Du coup, on va débuter les présentations. Euh, on va accueillir pour cette première de la journée Aurélie Talon. Aurélie est enseignante-chercheuse à Polytech Clermont et au sein du laboratoire de recherche de l'Institut Pascal. Elle est responsable du master spécialisé BIM, dédié à la gestion intégrée des constructions, bâtiments, infrastructures et ouvrages. En plus de cela, elle est membre de Mind 2050, l'héritage du projet national sur le BIM infrastructure. Membre du comité permanent de conférences et du BIM, qui a vocation à promouvoir la recherche et l'enseignement du BIM en France. Et aussi membre de Building Smart France, du coup, qui est un organisme de prénormalisation des standards BIM, format de données. Et en plus de cela, Aurélie est présidente de l'association BIMORA pour accompagner le numérique dans l'ensemble de la région Aura. Donc Aurélie va nous faire une première présentation qui va donner quelques clés de compréhension de qu'est-ce que le BIM, l'intelligence artificielle et les outils numériques de manière générale. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité pour cette journée. Alors, du coup, je vais essayer de vous présenter en quelques slides, vous faire un panorama un petit peu du sujet, de ce sujet qui est très vague, enfin très vaste, pas vague, vaste, du coup, à la fois BIM numérique, intelligence artificielle. Dans un premier temps, du coup, pour une définition, enfin plutôt l'acronyme BIM pour Building Information Modeling, donc Building Information Modeling étant la définition qui est standardisée maintenant. Pendant un certain nombre d'années, du coup, le M signifiait plusieurs aspects, à la fois l'aspect modèle, l'aspect modeling, simulation et l'aspect management. Donc, je vais revenir simplement sur ces trois termes parce que ça permet de montrer aussi toute l'étendue qu'il est possible de faire en fait avec un processus de travail en BIM. Pour l'aspect modèle, donc c'est le fait de souhaiter obtenir une maquette numérique qui est à la fois une représentation 3D, mais beaucoup plus que ça, puisque du coup, on va pouvoir y associer un certain nombre d'informations dans chacun des éléments, dans cette modélisation paramétrique d'objets, et puis également un ensemble de documents éventuellement, et puis surtout transmettre cette maquette à l'ensemble des usagers de cette maquette-là. Donc éventuellement, si on a un existant, eh bien, on peut faire un relevé de cela, donc avec deux techniques globalement, l'aspect LIDAR, du coup, plus sur le territoire aussi, où on peut avoir à la fois des surfaces, mais beaucoup plus d'informations que ça aussi. Et puis un scanner 3D, alors là, c'est un exemple particulier, il en existe bien plus que cela. L'objectif étant de réussir à capter des informations plutôt localisées, donc comme un bâtiment, un ouvrage, et ainsi de suite, sachant qu'après, on est sur des portées qui peuvent aller jusqu'à du 70 mètres avec une précision de quelques millimètres à 70 mètres. Une fois qu'on a cet existant, on peut aussi créer donc la maquette numérique sur la base d'un ensemble d'objets, puisque l'ensemble des logiciels de modélisation sont basés sur le fait qu'on ait des familles d'objets que l'on va assembler, dimensionner aux dimensions qui nous intéressent, pour pouvoir ensuite obtenir notre maquette numérique. Pour pouvoir faire ça, eh bien, on peut aller chercher des bibliothèques d'objets, donc soit les créer nous-mêmes à partir du coup d'autres logiciels également plus spécialisés que les logiciels de modélisation. On peut ajouter aussi une modélisation paramétrique pour avoir des formes particulières adaptées à un certain nombre de paramètres pour éviter de refaire chaque objet aux bonnes dimensions. Donc, on peut paramétrer les dimensions par rapport à ça. Une fois qu'on a ça, on a tous nos objets paramétriques, on les assemble, on les lie et ainsi de suite pour obtenir un modèle numérique partageable. Alors, partageable parce qu'on peut le partager ou non en fonction du processus de travail que l'on met en place. Et là, je vous ai mis un certain nombre de logiciels de modélisation existants dans ce cadre-là. Vous en connaissez peut-être un certain nombre d'entre eux, donc à la fois, on va dire, associés pour la création plus de bâtiments, plus aussi autrement de charpentes métalliques, dédiés plus aussi à la conception architecturale ou Civil 3D, Geomensura et InfraWorks, qui sont plus dédiés aux infrastructures. Et bien sûr, c'est quelques-uns, puisqu'on dénombre à peu près 300 logiciels qui permettent de travailler en BIM. Donc, du coup, on est sur vraiment là une version un peu restreinte de l'ensemble des logiciels possibles. À partir de là, donc, si on reste sur l'aspect représentation en trois dimensions, on peut déjà aussi avoir différents niveaux de détail de cette information. C'est ce qu'on appelle le load, du coup. Et
Alors, il y a plusieurs échelles aussi. On a une échelle de 1 à 6, de 200, 350, 600, ainsi de suite. Là, j'ai repris celle qui était plus commune, on va dire, pour la répartition géographique. Donc, avec un lot 0, on n'a pas de on a que la représentation du sursol. Le niveau 1, on a les blocs simplement de l'ensemble des ouvrages, mais c'est simplement le volume global. Ensuite, on va avoir des modélisations détaillées des toitures, des plages, des plaquages de texture, et ensuite des modélisations détaillées de l'architecture, éventuellement l'intérieur des bâtiments, si on va avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc là, on reste sur une description géométrique des éléments. On a une autre aussi où on peut associer ce niveau de détail par rapport à la phase dans laquelle on est. Si on est plus en phase de conception, en exploitation, en réalisation, et ainsi de suite. On va pouvoir définir aussi ces différentes échelles de détail. Une fois qu'on a défini le détail, tout l'intérêt, c'est de pouvoir ajouter, associer de l'information à chacun de ces objets-là. Donc là, vous avez et c'est ce qu'on appelle le LOI, donc Level of Information. C'est un extrait du kit BIM pour exploitation des fenêtres extérieures ouvrantes. Donc vous voyez toutes les informations que l'on peut préciser et souhaiter obtenir avec les différents attributs requis, l'unité associée, le format, la source de l'information et éventuellement par qui est-ce que cette information va être renseignée. Parce que ce n'est pas forcément toujours les mêmes personnes qui renseignent toutes les informations. L'intérêt étant que chacun puisse contribuer à cet objet-là et à cette modélisation. Au-delà, donc, on a à la fois une représentation géométrique, pardon. On va rajouter des informations que l'on peut rajouter directement dans le modèle ou éventuellement on peut associer à une source documentaire. Parce que par exemple, alors moi je suis plus issu du bâtiment que des risques naturels, donc les exemples vont peut-être plus être sur du bâtiment du coup. Par exemple, pour l'entretien, le document d'entretien d'une chaudière et ainsi de suite, c'est pas forcément quelque chose que l'on va associer à un objet directement dans la maquette. Et puis surtout si on l'utilise pour un certain nombre de projets, donc on peut avoir une source documentaire qui est sur qui est sur un serveur partagé et que on va faire le lien en fait entre l'objet et ce document-là. Et puis après, on a aussi le Level of Information Needed, donc LOIN cette fois-ci, c'est-à-dire à dire par rapport au process de représentation et de travail en commun, quelles sont les informations qui sont nécessaires à quelle étape du projet. Parce que dès le début, on ne peut pas avoir du coup le projet qui est complètement défini. On va le définir au fur et à mesure. Donc là, on était sur la partie modèle. Et maintenant, une fois qu'on a ce modèle qui est créé, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, sachant que c'est un petit peu restrictif parce que forcément, le modèle va évoluer au fur et à mesure. En fait, ce qu'on va avoir ce processus de modélisation et d'avancer sur un projet en lui-même. Les différentes utilisations, donc pour des usages métiers, ça peut être de la simulation numérique, du quantitatif, du chiffrage, de la planification de chantier, de la prévision de la maintenance, etc. Et c'est là que apparaît la notion de cas d'usage, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'on souhaite utiliser et créer cette maquette-là. Les deux différents logiciels, de la même façon là, que je vous ai mis, de simulation, de suivi, d'exploitation et d'exploitation, pardon, et qui sont interopérables. C'est-à-dire que l'intérêt, à chaque fois, c'est de réussir à faire en sorte de ne pas refaire la même chose tout le temps. Enfin, c'est-à-dire de faire les plans, de redessiner les plans dans le logiciel de simulation pour ensuite le redessiner éventuellement à un autre endroit et ainsi de suite. C'est tout l'intérêt justement d'une maquette qui puisse être partagée. Et donc, il faut que ça puisse être communiqué d'un logiciel à un autre. Donc, voici quelques exemples aussi de logiciels, donc Plaxis, RoboSIA, pour plus la partie simulation, Navisworks, Kernial qui vont plus être pour du suivi de chantier, et ensuite Card Software qui est un exemple de logiciel pour la gestion et exploitation maintenance. Il existe bien d'autres également. Et enfin, aussi tout l'intérêt, c'est la partie management, c'est-à-dire l'organisation du travail collaboratif pour savoir comment est-ce que l'on fait et quand est-ce qu'on s'assure la transmission des différentes données et de valider les différentes maquettes aux différents instants et partage d'informations. Donc ça va être à la fois pour du stockage de l'information, mais également la gestion et le partage. Est-ce que tout le monde peut avoir accès et a intérêt à avoir accès à toutes les données tout le temps, ou est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir restreindre ces différents accès-là?
La vérification de la conformité des maquettes aussi, puisque souvent, il y a des évolutions par rapport à ça. Donc, comment est-ce que l'on fait techniquement pour pouvoir le faire? Le contrôle de l'avancement du projet. Là vient aussi la notion de Common Data Environment, donc c'est-à-dire un environnement où on a l'ensemble des informations et le partage de l'ensemble de ces informations-là. Et donc voici quelques exemples de plateformes collaboratives qui sont des exemples de CDE. Donc là, je vous ai présenté plutôt l'aspect technique associé à la création, au partage d'informations et ainsi de suite. Il faut forcément contractualiser tout ça pour être sûr, du coup, à la fois de la propriété intellectuelle, que chacun garde la propriété intellectuelle, garde aussi sa faisabilité, sa connaissance du coup du travail à réaliser, bien entendu, parce que du coup, le partage d'informations ne veut pas dire partager aussi toutes les connaissances et toute la propriété intellectuelle d'une entreprise. Donc, il y a un certain nombre de documents qui permettent justement aussi de garantir tout ça. Alors pour un projet classique, on va être plutôt sur des CCTP, par exemple, et ainsi de suite. Et du coup, en BIM, on va rajouter un ensemble de documents tels que la charte BIM qui va permettre de définir globalement quel est l'objectif du client, quelles sont ses attentes par rapport à un projet numérique. Ensuite, on va passer au projet en lui-même et on va donc avoir le cahier des charges BIM où chacun va définir comment est-ce qu'on travaille, quels sont les attendus, les livrables, parce que du coup, dans la mesure où chacun des objets, à la fois un plancher, une porte ou éventuellement un bloc de pierre et ainsi de suite, on peut le définir, on peut aller extrêmement loin dans l'ensemble des informations qui peuvent être définies. Donc à savoir, mais sauf que ça prend énormément de temps aussi de pouvoir renseigner tout ça. Et est-ce que le client a vraiment besoin de toutes ces informations-là ou non? Donc tout ça, c'est cadré justement dans le cahier des charges BIM. Et ensuite, bien, c'est le plan d'exécution BIM. Donc là, c'est au niveau de chacune des entreprises pour définir comment est-ce qu'elle fait concrètement. S'il y a plusieurs collaborateurs qui travaillent en même temps sur un même projet, comment est-ce qu'elles font pour échanger ces différentes informations-là. Donc, on a la convention BIM qui est plus en conception et ensuite, on a le plan de mise en œuvre qui est plutôt en phase de réalisation. Et le seul document qui est obligatoirement contractuel, c'est le cahier des charges BIM. Les autres peuvent être contractuels, mais ce n'est pas une obligation. Après, donc là, pour revenir un petit peu, pour un panorama un petit peu global de l'ensemble des standards et normes associés. Donc là, vous avez les différents organismes qui travaillent sur la normalisation en BIM, avec Building Smart International, il y a aussi le volet français, et puis l'Open Geospatial Consortium aussi qui travaille également dessus, à ces normalisations BIM. Du coup, la notion de BIM est assez ancienne aussi malgré tout, avec en 1994 donc une première norme STEP qui est le fondement en fait de l'IFC. Ils ont repris pour la définition des IFC, c'est qui est le format d'échange commun, c'est basé énormément sur le langage STEP. Ensuite, on a le côté modèle de data dictionary, parce que forcément, quand on crée un ensemble d'objets pour que ça puisse être partagé entre différents logiciels, il faut définir eh bien, du coup un plancher. Quelles sont les données nécessaires pour pouvoir le définir? Est-ce que c'est la longueur, largeur, le matériau, les propriétés, les résistances et ainsi de suite? Eh bien, du coup, l'ensemble de ces informations doivent être du coup transmises entre l'ensemble des éléments. Donc, c'est ça le data dictionary pour l'ensemble des éléments. Ensuite, le format d'échange IFC, la gestion de l'information, donc vraiment comment est-ce que l'on fait pour partager l'ensemble de ces informations d'un ensemble de personnes à d'autres, et les protocoles d'échange IDM, c'est-à-dire que, par exemple, un architecte ne va pas avoir besoin de définir de la même façon un espace que quand on est en phase de réalisation. On va avoir besoin de connaître les éléments de coffrage, éventuellement les équipements pour la mise en sécurité, et ainsi de suite. Et de la même façon, pour l'exploitation maintenance, on n'a pas besoin des mêmes informations. Donc, ce n'est pas une seule et unique maquette qui est transmise à un moment et toujours la même avec le même niveau de définition. On peut avoir des niveaux de détail qui sont différents. Et donc, le protocole d'échange va permettre de cadrer par rapport à une maquette globale, quelles sont les informations qu'il sont nécessaires de transmettre d'une personne, d'un corps de métier à un autre. Du coup, aussi la différence entre OpenBIM et ClosedBIM. OpenBIM, c'est donc l'utilisation de ce format IFC qui est un format d'échange partageable par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les personnes qui vont créer de la donnée directement, qui vont la modéliser
avec les maquettes numériques. Et puis, il y a les personnes qui ont besoin de consulter l'information sans pour autant avoir besoin de modéliser. Sachant que du coup, les logiciels de modélisation sont relativement onéreux quand même aussi. Donc après, tous les clients n'ont pas forcément besoin d'avoir à savoir modéliser. En fait. Par contre, ils doivent pouvoir consulter ces informations-là et ce qu'il est possible de faire avec le format IFC, avec des visionneuses qui sont des informations consultables et plus, parce qu'il y a un certain nombre de, de visionneuses maintenant qui permettent aussi de rajouter de l'information éventuellement. Et donc, et l'intérêt, c'est qu'il y a un certain nombre de versions qui sont gratuites aussi. Et le close beam, donc c'est l'utilisation d'une même suite de logiciels, comme pour Autodesk, par exemple, on a Revit pour la modélisation, ensuite on a Navisworks pour de la simulation de chantier, par exemple, et ainsi de suite. Et du coup, là, en fait, ils vont plus fonctionner avec le format IFC, mais avec un langage de programmation simplement de transfert des données d'un logiciel à un autre, et ils vont ajouter un certain nombre de plugins. Donc là, de la même façon, vous avez quelques exemples de logiciels de visualisation. Les IFC eux-mêmes, donc c'est un ensemble d'objets qui ont des caractéristiques communes. Donc à la fois, par exemple, pour les murs, les portes, les fenêtres, les colonnes, et ainsi de suite. Sachant que du coup, on va le voir juste un petit peu après. Donc là, on a la définition de chacun des objets avec leurs propriétés. Ensuite, on va pouvoir définir des liens de relation entre chacun de ces objets-là. C'est-à-dire que par exemple, on a un mur, et puis après, on a un percement qui est une ouverture, et ensuite une fenêtre qui va être dans ces éléments-là. Et ça va permettre de comprendre du coup que quand on cherche à avoir le quantitatif de ce mur-là, on va soustraire par exemple le volume de la fenêtre. Et puis après, quand on déplace le mur, la fenêtre va se déplacer en même temps. Enfin, c'est tout un tas d'avantages aussi associés à ça par rapport à la relation entre les objets. Au niveau des différents formats d'IFC, donc il y en a plusieurs, l'IFC 1 en 96, 2X3 en 2006, 4.0 et 4.3 en 2013 puis 2022, et en 5.0 c'est en cours de développement. Il y a même également d'ailleurs le 6 qui est en développement, mais globalement là, autant 2X3 c'était vraiment plus orienté bâtiment, on va dire, avec une définition assez précise par rapport à ça. La version 4, en fait, ajoute plus de détails, même déjà dans les éléments nécessaires pour la construction, et apporte des choses aussi pour les infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a l'ajout d'informations, notamment le côté alignment, et donc ça rapporte des éléments par rapport aux routes, aux ponts et aux tunnels, notamment. Et après, dans le 5, par exemple, il y aura plus d'informations également au niveau géotechnique. Et donc, tous les logiciels fonctionnent avec le 2X3, un certain nombre avec le 4, du coup. Et puis après, ça viendra en fonction des différents développements et de normalisation du format IFC également. Juste, donc ce que je vous ai dit un petit peu aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une modélisation numérique d'un projet, ça va être un ensemble de maquettes. C'est pas une seule et même maquette, parce qu'autrement, déjà, en plus, ça pèserait très très lourd, et pour pouvoir échanger l'ensemble de ces informations-là, ce serait pas possible techniquement. Donc l'intérêt, c'est aussi d'avoir un certain nombre de maquettes euh, par corps de métier, et puis du coup de faire en sorte que l'ensemble de ces maquettes-là soient bien cohérentes les unes avec les autres. Et donc l'aspect IDS, donc Information Delivery Specification, là c'est vraiment pour pouvoir définir ce que chaque métier, corps de métier peut avoir besoin comme type d'information. Et ça va le permettre de le formaliser. Alors, pour définir un petit peu l'écosystème BIM aussi, du coup, l'ensemble des personnes qui travaillent par rapport à ça. Donc, on a à la fois Building Smart et Mind saison 1 et 2. Donc, Building Smart qui était globalement plutôt orienté bâtiment, et Mind plutôt infrastructure, pour caricaturer un petit peu, parce que les deux travaillaient aussi sur les deux. Et il y a beaucoup de livrables aussi qui sont disponibles sur leurs différents sites pour pouvoir, voilà, à la fois la partie IFC, notamment la définition associée à tout ça. Et puis en ce moment, donc Mine 2050, depuis janvier de cette année, et il y a 5 groupes de travaux pardon, sur carbone et ACV, standardisation, jumeaux numériques de territoire, maîtrise d'usage, exploitation et maintenance, donc avec énormément d'informations aussi et de partage d'informations et de collecte d'informations. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à y participer si vous y êtes intéressé. Et puis après, les différents
plans qui ont structuré, on va dire, l'évolution, la mise en place du BIM, donc avec un certain nombre d'aides de l'État également à travers ça. Donc le PTNB pour le plan de transition numérique du bâtiment de 2015 à 2018, qui a donné lieu ensuite au plan BIM 2022 qui s'est poursuivi en 2024, donc de 2019 jusqu'à 2024, et Mind de saison 1 et 2 de 2014 jusqu'à 2023, et donc qui se poursuit avec Mind 2050. Différents salons et événements, donc à la fois qui ont lieu tous les ans. Alors j'ai oublié, je vous prie de m'en excuser, du coup, celui sur les jumeaux numériques également. Alors, du coup, BIMworld, qui est plutôt un salon commercial, on va dire, avec l'ensemble des éditeurs de solutions logicielles qui présentent leurs différentes solutions, on va dire. Après, du BIM, du coup, c'est plus pour l'éducation du BIM et de la recherche dans ce domaine-là, qui a lieu souvent en novembre, et InfraBIM Open aussi plutôt en février, qui est lié là également à des études de cas au partage d'un ensemble de ce qui est fait aussi dans le domaine du BIM et des infrastructures, et puis les recherches aussi associées. En termes de formation, donc simplement, le BIM maintenant est intégré dans les différents programmes, on va dire, d'études, Bac Pro BTP, le BUTS, BTP aussi, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architecture et des masters spécialisés éventuellement. Et puis, il existe 2 certifications aussi de BIM Modeler et BIM Coordinateur. Alors là, pour essayer de balayer un petit peu tout ce qui est lié aussi au BIM, et puis sachant que vous aurez des présentations après plus détaillées sur l'ensemble de ces éléments-là, il y a une complémentarité évidente entre les SIG et le BIM. Les approches sont un petit peu différentes également, parce que le BIM, on est plutôt sur un objet qui est localisé, une construction localisée. On va apporter le plus d'informations possible par rapport à ça, ce qui va nous permettre de faire des modèles 3D, le calcul de coûts, de quantité, de planification, et ainsi de suite. Alors qu'avec des éléments en SIG, où on va plus être sur une représentation, pas une représentation, mais avoir un ensemble d'informations localisées et toutes les informations à un même endroit. Et donc, ce qui va permettre aussi d'avoir des études 3D, parcellaire, planification, réseau, imagerie intérieure et extérieure. Et donc, du coup, dans la mesure où les maquettes BIM sont également géolocalisables, tout l'intérêt, c'est de voir quel est le niveau de détail et de définition attendu pour apporter, du coup, aux deux. Pour l'aspect jumeaux numériques, donc vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure aussi en introduction. Donc, le BIM, on est sur une représentation sur quelque chose de virtuel. C'est-à-dire qu'on a à la fois le modèle tel qu'on l'a conçu initialement, et puis ensuite, une fois que on peut avoir une image de tel que c'est réalisé exactement, puisque forcément, compte tenu du processus d'évolution, on a un bâtiment qui peut être légèrement différent ou une construction qui peut être légèrement différente par rapport à ce qui a été prévu initialement, compte tenu de l'ensemble des fabrications, du process de fabrication lui-même. Au-delà, on va avoir le jumeau numérique quand, au-delà de cet élément virtuel, on ajoute l'élément réel. Donc, la connexion entre les deux, ça va être de pouvoir dire on a un ensemble de capteurs qui nous permettent de recueillir de l'information par rapport à ça. Et en ayant du coup le modèle virtuel plus toutes les données réelles qui sont collectées, voire essayer de prévoir quelles vont être les différentes évolutions de ce jumeau-là, de savoir bien, on a éventuellement récupérer telle température ou telle hygrométrie et ainsi de suite dans le réel. Est-ce que finalement, ça va donner, on va pouvoir simuler, est-ce que on va vers une évolution qui est normale ou non, éventuellement pouvoir proposer des solutions pour remédier à cela. Autre représentation aussi, à chaque fois on a le réel, le virtuel, sachant que l'intérêt de jumeaux numériques, c'est bien d'avoir un retour, c'est-à-dire de pouvoir faire tout un tas de simulations différentes de prévisions à partir du modèle virtuel et de pouvoir interagir avec le modèle réel. Et une autre représentation encore où on va avoir cette fois-ci aussi plusieurs niveaux possibles en fait. C'est-à-dire on a un niveau statique où on récupère de la donnée, on peut analyser par rapport à ça. Dynamique quand on est plus en temps réel, communiquant ensuite quand on va pouvoir avoir de la gestion autonome qui, du coup, en fonction de l'analyse des différentes évolutions, eh bien, de pouvoir, par exemple, dans une pièce où on est tant de personnes, il y a tant de chauffage qui est mis en place, on voit qu'on atteint déjà un certain seuil de température, ben, on va peut-être couper le chauffage parce que d'ici 2 heures, on aura trop chaud autrement, ou ainsi de suite. Donc, piloter un petit peu tout ça, et puis interconnecter pour faire en sorte que tout soit connecté, donc à la fois
l'aspect bâtiment industrie, donc localisé, les infrastructures qui permettent de relier aussi tous ces éléments-là, et puis l'aspect ville, du coup, avec d'autres considérations d'éclairement, de ventilation et ainsi de suite. Pour passer maintenant sur la partie intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir apporter aussi au BIM? Est-ce que ça apporte déjà? Donc, pour revenir un tout petit peu sur la partie intelligence artificielle, donc c'est l'ensemble des capacités, notamment de mémorisation, de structuration et de connaissance, et des conceptualisations, de perception, de raisonnement, de prise de décision, d'apprentissage, de communication et de dialogue. Donc, il existe 3 modèles actuellement qui sont les fondements, on va dire, de l'IA. Donc, un modèle symbolique, c'est-à-dire c'est une base de connaissances et des ontologies, donc des liens entre l'ensemble de ces connaissances pour reproduire la réalité elle-même. D'autres avec des modèles neuromimétiques, où là, au lieu de représenter la globalité de la connaissance, on va représenter un système complexe par un ensemble d'éléments, de petits éléments, de petits fonctionnements, on va dire. Et puis, comme ça permet de représenter le fonctionnement complexe. Et sachant que, du coup, on a ici un somme, c'est-à-dire on a un ensemble d'entrées, des poids pour voir quel est le poids de chacune de ces entrées pour ensuite obtenir la sortie. Ces poids sont des éléments qui vont être déterministes, alors qu'avec les modèles probabilistes et statistiques, ces poids-là vont apporter on va pouvoir apporter une probabilité associée, donc une variation, non pas quelque chose de déterministe, mais variable au niveau de ces derniers éléments. Et dans tous les cas, c'est basé sur de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a l'entrée, on sait ce que ça donne en sortie, et du coup, ça va permettre d'apprendre, de construire en fait ces différents modèles pour ensuite faire de la prévision ultérieure. Et la façon dont c'est, enfin, 4 exemples d'utilisation, parce qu'il y en a bien d'autres, et puis après, l'IA, on est vraiment au tout début de l'IA. C'est simplement comme presque un bébé naissant, et donc du coup, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'autres développements aussi par rapport à ça. Donc, la façon dont c'est utilisé actuellement dans le secteur du BTP, 4 exemples pour de la conception générative. C'est-à-dire qu'en gros, on définit quelles sont les différentes contraintes, aussi avec le PLU notamment, ou les différentes contraintes attendues par rapport au nombre de pièces, au nombre de niveaux, et ainsi de suite. Et ça va pouvoir produire, concevoir en fait toutes les solutions possibles par rapport à ces contraintes-là. Ensuite, l'aspect sécurité sur le chantier, donc là basé essentiellement sur plus de l'analyse d'image et du traitement de l'ensemble de ces images-là. Donc on voit là, du coup, représenter l'ensemble des travailleurs sur les petites captures jaunes. Et puis après, un danger au-dessus, donc un bloc qui peut potentiellement tomber, et donc les ouvriers qui sont en dessous. Donc là, une zone de danger. Donc après, avec une alerte éventuellement soit pour le blocage, enfin que la grue ne puisse pas rester là, ou autrement que prévenir les ouvriers qui doivent se déplacer pour éviter d'être toujours en danger. Après, ça peut être du suivi de qualité, toujours pareil, ça par rapport à de l'analyse d'image, en disant il y a un certain nombre de fissurations par rapport à la base de connaissances que l'on a. Est-ce que c'est normal ou non, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui n'est pas cohérent et pas de qualité? Et puis après, pareil, de l'anticipation des besoins de maintenance, en disant on a tel modèle, eh bien, on voit que par l'ensemble des connaissances que l'on a de simulation possible d'évolution, on voit que ça peut évoluer par là, et donc du coup anticiper les achats éventuellement, ou les remplacements. Et juste, Aurélie, tu as passé un slide sur le format IF. Juste pour préciser, est-ce que tu peux nous dire voilà, en quoi consiste ce format, d'où il vient et quelle est la différence par exemple avec un DXF, un DWG qu'on a l'habitude de traiter tous les jours? Le format IFC, donc, il vient du format STEP, en gros, enfin, qui est un autre langage enfin, format de partage de l'ensemble de ces informations. Et l'IFC, en fait, ça va être une copie à un instant donné. C'est comme si on faisait une photo de l'ensemble des valeurs que tous les paramètres prennent sur un modèle numérique. C'est-à-dire que sur un modèle numérique, on va pouvoir dire, eh bien, il y a un mur, par exemple, qui a telle résistance mécanique, qui a telle dimension, et ainsi de suite, et qui a une certaine localisation, voilà, avec l'ensemble de ces éléments, des relations qu'il y a entre l'ensemble des objets eux-mêmes. Et l'IFC, c'est un format texte, en fait, finalement, où ça dit le mur, il est localisé à tel endroit, il a telle valeur pour la longueur, telle largeur, et ainsi de suite. Euh,
Et du coup, par rapport à du DWG, par exemple, et ainsi de suite, un DWG, ça va être plutôt des informations qui vont être aussi, enfin, la différence déjà aussi entre AutoCAD, par exemple, et Revit, qui est enfin, Revit, oui, pardon, je donne deux logiciels, deux noms de logiciels, mais c'est simplement deux logiciels, un qui va être de la représentation de plans, qui va pouvoir être utilisé pour de la représentation de plans, l'autre pour de la modélisation numérique, pour de la, pour de la représentation de plans, pour dire c'est tel matériau, on va mettre des hachures, par exemple, pour dire ça c'est du béton, ça c'est de l'acier, et ainsi de suite, et on va donner des informations parce qu'on va les écrire, en fait. Que là, tout va être contenu directement dans les objets eux-mêmes. Du coup, l'IFC va être une photo, en fait, de l'ensemble des données à un instant donné. En fait, vu que c'est un format texte, on va pouvoir échanger plus facilement avec tout un tas d'autres logiciels. Je sais pas si ça répond à peu près. Ouais, ok. Alors du coup, en fait, enfin c'est parce que du coup c'est dès 2016 en fait où il y a eu une réforme aussi des bacs pro notamment. Ça a commencé par les bacs pro, BTS et BUT aussi, où maintenant la formation plus à la modélisation et à l'utilisation plutôt pour de la gestion de chantier notamment, ça c'est intégré dans les formations. Maintenant, du coup de bac pro et de BUT. Après, euh, c'est intégré dans un certain nombre aussi de formations d'ingénieurs et architectes aussi. Pareil de la modélisation et on va jusqu'à du management aussi, parce que du coup, bah, compte tenu des différents niveaux et des voilà, associés, donc on a cet aspect aussi management par rapport à ça. Et puis après, ben, on a aussi les masters spécialisés qui sont plus du coup destinés aussi à des professionnels en activité qui souhaiteraient se former aussi par rapport à ça. Ouais. Et puis après, sachant que là, c'est plus des formations plus longues, et autrement, on peut tout à fait trouver aussi des formations plus pour savoir comment est-ce qu'on manipule une visionneuse aussi, comment est-ce qu'on peut faire des formations courtes aussi de modélisation. Et voilà, on peut avoir des formations par les éditeurs de logiciels directement, mais aussi par des centres de formation qui permettent d'aller plus loin que du clic-bouton. Je vous remercie pour votre attention.